Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Cyclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec et Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette 154e édition qui sera consacrée aux dernières nouvelles Star Wars. Je suis Danny Pépin et aujourd'hui pour discuter Star Wars, je suis accompagné de Fabien Dumas. Bonsoir Fabien. Salut Danny. Et de Francis Pelletier. Bonsoir Francis. Salut Danny. Donc messieurs, qu'est-ce qui s'est passé récemment dans votre vie de geek? Pas nécessairement Star Wars, mais de geek en général. Qu'est-ce que vous avez fait de bon, Fabien? Oh, de geek en général, en ce moment, pas grand chose. Je me prépare un peu pour le Inktober là, qui va arriver au mois d'octobre, qui est un événement de dessin en fait, principalement, où on dessine tous les jours, où j'essaye de me remettre un peu à dessiner. Mais sinon, à part ça, j'ai commencé à lire Le héros aux 1001 visages de Joseph Campbell, qui est un essai académique en fait sur les héros à travers les mythologies, et qui est une des références en fait de Lucas quand il a écrit au tout départ Star Wars en fait tel qu'on le connaît. Donc ça fait un petit moment que je voulais me lancer un peu là-dedans. J'ai commencé ça il y a très peu de temps, là j'en suis vraiment qu'au premier chapitre, donc c'est assez intéressant. C'est pas facile à lire parce que ça reste un essai académique et puis ça fait beaucoup de références à des anciennes histoires mythologiques, que ça soit grecques ou persiennes ou des choses comme ça, mais c'est vraiment intéressant pour le coup. Donc, un peu de retourner aux origines du mythe pour faire référence à un très bon livre. J'ai toujours voulu lire ce livre-là d'inspiration à Lucas. Là. C'est le Hero's Journey dans le fond, c'est ça ouais. En anglais. J'essaie de voir, je me rappelais le titre en anglais, c'était quoi? Donc ouais, c'est intéressant. J'en reparlerai probablement dans une prochaine émission quand je l'aurai fini. Excellent. Toi, Francis? De mon côté, ma vie de geek se limite pas mal à Star Wars. Et de ce côté, cet été, ça a été lecture et encore lecture. Au gros soleil, s'il vous plaît, avec la belle météo qu'on a eue cet été. En tout cas, du moins à Québec, je sais pas ailleurs. Vous devriez voir mon bronzage passer de la teinte Luke Skywalker à la tête Lando Calrissian. ça vous donne une idée. Mais bref, depuis la dernière émission, j'ai lu Tron Alliances en version originale de Timothy Zahn. Sinon, côté français, j'ai lu Battlefront Twilight Company, qui est sorti il y a longtemps, version originale, mais en français, il est sorti au mois de juin dernier. Je dois dire que j'ai bien apprécié. Puis j'ai lu aussi L'héritier des Jedi, sorti quelques mois avant, que j'ai pas trouvé aussi mauvais que je m'attendais là, selon les critiques. Est-ce que c'est celui que Luke essaie de manipuler son spaghetti ou ses nouilles avec la force et tout ça? Oui, c'est ça, c'est ses premières tentatives là, avec des spaghettis. Je sais que c'était... au début, en fait, il faut comme s'adapter au style de l'auteur. Là. Mais c'est ça, je m'attendais à pire là, à cause des critiques que j'avais lues. Et en attendant ma prochaine commande de livre, j'ai même attaqué un Aventure dans un monde rebelle. Donc, un petit bibliothèque verte que ma fille s'était commandée. Et je dois avouer que, évidemment, c'est pourquoi je pense que c'est 8 à 10 ans. Mais pour le niveau de lecture, c'est pas une mauvaise histoire, c'est intéressant. Donc, je trouve que c'est une bonne initiation au monde de Star Wars là, pour les gens. Super. Et sinon, à travers ça, je continue à lire tout ce qui sort côté comics là, chaque semaine. Disons que Marvel est quand même très généreux là, pour alimenter mon addiction à Star Wars. Toi, t'as réussi à continuer à les lire malgré les dessins affreux de la Roca, quoi. Effectivement, je vais taire mon opinion des dessins de La Roca ici, parce que ça pourrait vite tomber dans des mots d'église que nos auditeurs français comprendront pas nécessairement. mais oui, mais d'un autre côté, tu vois, j'ai eu une discussion récemment sur Facebook avec quelqu'un qui les adore. Qui adore son style photoréaliste. Oh boy, il y a vraiment quelqu'un qui adore le style La Roca, quoi. Ouais. Ça pas être très nombreux, quoi. Effectivement, je ne comprends pas pourquoi il le garde, mais bon, écoute, mais bon, là, il y a plein ils ont d'autres annoncé séries. qu'il laisserait plus, qu'il va quitter, là.
Ah, ben tu vois, j'avais pas vu ça passer, mais c'est une très bonne nouvelle, tu viens de faire. Si, mais je pense, si je dis pas de bêtises, dès le mois prochain, je crois. Okay. Qui a été annoncé qu'il y serait plus et oui, ça a fait le plaisir à pas mal de gens que je connais un peu sur Twitter et que je suis, notamment à certains staffs de Star Wars Universe, qui est très fan de comics mais qui est pas mal insupporté, Adrien, si tu m'entends, par la Roca, et pour moi c'est un truc, j'ai pas compris comment ce gars-là est resté aussi longtemps au dessin de la série principale en plus. Ben, exactement, c'est ça. Si c'était des one-shots ou des... Mais là, on parle de la série principale, ça vient la gâcher. Bref. On fera pas une émission spéciale littérature comique non. ce soir. Mais il y aurait bien des choses à dire sur ça. Spéciale La Roca. Ouais, c'est ça. Ben, de mon côté, aussi beaucoup de lectures. Comme Francis, j'ai terminé Tron Alliances, qu'on va discuter probablement dans une semaine ou deux. On va refaire un Star Wars en direct littérature là-dessus. J'ai aussi commencé la novélisation de Solo, qui est quand même intéressante. Il y a quelques scènes coupées, etc. Aujourd'hui, bien sûr, pour moi, les X-Wing miniatures 2.0 viennent de sortir. Mes commandes sont faites. J'ai pas pu aller les chercher ce soir parce que j'ai enregistré le podcast, mais ça m'attend au magasin. Donc j'ai acheté le nouveau vaisseau, le Faucon de Lando. Et puis le starter kit plus les 3 kits de conversion. Donc je ne rachète pas tous les vaisseaux en double qui sont sortis dans la version 1. Je fais juste acheter les kits de conversion qui vont me permettre de continuer un peu la collection et de jouer. Et puis tu parlais un peu du Hero's Journey tout à l'heure, Fabien. Ben, j'ai un peu mon absence de Star Wars a été comblée par Donjons et Dragons. J'ai recommencé à être un maître de jeu, Dungeon Master, avec un petit groupe. Donc j'ai recommencé à faire une campagne lentement, mais sûrement à préparer tout ça. Et puis ça me rappelle quand j'étais jeune dans les années 80. Donc j'ai décidé de me relancer là-dedans. J'en parle de temps en temps, de me relancer là-dedans depuis en étant adulte. Et puis là, c'est finalement commencé. Donc je me remets là-dedans. Je trouve ça bien plaisant de voir ça du point de vue d'un adulte au lieu d'un point de vue d'un enfant de 12-14 ans. D'ailleurs, j'ai une question un peu en relation avec ça. Je sais que quand on était plus jeune, enfin quand j'étais ado, donc il y a une quinzaine d'années quoi, il existait des bouquins de jeux de rôle Star Wars avec des histoires comme ça. Est-ce que ça existe encore? Est-ce qu'il en sort encore? Ou est-ce que c'est genre il y a les vieux puis ça existe? Ouais, ben il y a eu comme vraiment 3 grosses versions. T'as les premiers qui étaient West End Games qui étaient pendant la période noire, donc mi-80 à peu près, 83-86, après les films. C'était vraiment la seule chose qu'il y avait de Star Wars qui était publiée à cette époque-là. C'était un modèle qui se jouait avec des D6 seulement. Ensuite, plus tard, quand l'univers étendu est revenu, 97, pas le reboot, mais les Special Edition, puis la prélogie Wizard of the Coast a obtenu la licence et ils ont sorti le jeu de rôle Star Wars D20. Donc un D20 un peu modelé à Donjons et Dragons. Il y a eu beaucoup de livres sources, beaucoup de livres d'expansion, etc. Ils ont perdu la licence après l'épisode 3. Et puis maintenant, avec le renouveau de Disney, ça a été j'oublie, Fantasy Flight Games, qui est les mêmes que les miniatures, qui ont repris la licence jeu de rôle. Donc ils ont Edge of the Empire, ils ont 3 jeux de rôle qui sont compatibles, donc différentes époques, et ils ont des livres sources aussi. Sauf qu'ici, ils ont leur propre dés. Ils ont des dés particuliers au jeu de rôle, qui apparemment facilitent beaucoup le jeu. J'ai jamais essayé encore. C'est quelque chose que je vais peut-être me lancer un peu plus tard à essayer. Donc c'est vraiment les 3 époques du jeu de rôle qu'il y a eu dans Star Wars. Je pense que je serais curieux d'essayer justement là où quand j'étais ado ça m'intéressait pas plus que ça, mais maintenant je pense que je serais curieux d'essayer un peu ce genre de choses. C'est ça, si ça serait pas des dames dans ma vie, mes amis féminins qui sont plus fantastiques que Star Wars, ben je serais peut-être allé du côté Star Wars, mais je trouve que c'est plus générique. Donjons et Dragons, c'est quelque chose qui est plus approchable de tous les genres, donc mais j'aime bien, ça me fait décrocher un peu de Star Wars. Donc,
Ça complétait nos WhatsApp. C'était plus long que je pensais, mais excellent. Bonne nouvelle. On continue nos émissions les plus récentes. On a eu Star Wars en direct 153, où est-ce que Jean-François, Julien, Fabien et moi-même, on a parlé du début du tournage de l'épisode 9 et de l'achat de la 20th Century Fox par Disney, entre autres. Et puis aussi le Star Wars en direct Collector numéro 13, où est-ce que Sébastien et Raphaël discutent des produits, ils font un focus sur Gentle Giant et Attacus. Donc, on parle vraiment de deux fabricants de statuettes en tant que tel. Un petit rappel aussi, un peu comme Francis l'a été récemment, on recrute au Québec. Donc, si vous voulez faire partie de l'équipe et que vous habitez au Québec, au Canada ou en Amérique du Nord et que vous parlez en français, allez sur Star Wars en direct /recrutement pour donner votre nom et peut-être nous faire un petit démo, expliquez-nous pourquoi vous seriez un bon ajout à l'équipe. Et finalement, on est maintenant disponible sur 2 nouvelles plateformes, donc plus en Amérique du Nord sur iHeartRadio, qui est une chaîne beaucoup plus américaine. Et puis pour le côté européen, on est sur Deezer finalement. Il y a beaucoup de gens qui nous demandaient d'être sur Deezer, donc on est enfin disponible sur Deezer pour le plaisir de nos auditeurs européens. Merci à nos partenaires, Mintinbox, Star Wars HoloNet, siteclan.net, Planet Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction et notre ancien partenaire Making Star Wars France qui est maintenant Star Wars Hyper News. Donc, re-bienvenue dans le monde des sites de fans. Donc, sur ce, on se retrouve après l'hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc, on va commencer avec la nouvelle la plus actuelle en tant que telle, qui est le Blu-ray de Solo A Star Wars Story, donc qui sort techniquement en digital demain et le 25 septembre en Blu-ray 4K Ultra HD. Donc, Fabien, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ce qui est contenu dans ce Blu-ray en tant que tel? Donc donc il sort en numérique effectivement le 14, donc a priori quand cette émission va sortir, ils seront déjà disponibles en numérique. Mais alors on a eu une liste des bonus qui a été révélée pour les Blu-ray. Donc je vais la reprendre, je l'ai sous les yeux, elle vient du site starwarsuniverse.com, donc j'espère qu'elle est complète. Donc je vais juste vous les dire. Et le premier bonus s'appellerait Solo table ronde avec le réalisateur et les acteurs. Ensuite, on a Team Chewie sur l'équipe donnant vie à Chewbacca en coulisses. Kasdan parle de Kasdan. Serait une interview des scénaristes Lawrence Kasdan et son fils Jonathan Kasdan. Donc, il nous parle probablement de Solo et de l'envie de Lawrence Kasdan de faire ce film depuis de longue date. Ensuite, on a un bonus qui s'appelle Refaire le Faucon Millennium. Un autre qui s'appelle L'évasion de Corellia. Le casse du train, on a Devenir un droïde sur le droïde L337, pardon. Un autre bonus qui s'appelle Vaurien droïde créature et carte, bienvenue à Fort Ipso, pardon. Et enfin, dans le Maelstrom, le raid de Kessel. Et puis bien sûr, on a un certain nombre de scènes coupées. D'ailleurs, des scènes coupées, il y en a plusieurs qui ont été dévoilés un peu dernièrement sur internet. Notamment aujourd'hui, on en a 2 qui sont sortis. Il y en a une qui a été dévoilée en fait hier soir sur le Star Wars Show sur la chaîne officielle donc de Star Wars, qui est une petite bataille de boules de neige entre Chewie et Solo. Bon, c'est une micro-scène qui n'apporte absolument rien entre nous, mais bon, elle a le mérite d'exister. Sinon, il y en a une autre qui a été exclusive, en fait, révélée exclusivement sur le site Entertainment Weekly, qui est déjà un peu plus intéressante puisqu'on y voit Solo à l'académie en tant que cadet, en fait, de l'académie impériale, en train de piloter donc un X-Wing. C'est clairement une scène qui a pas été... Un TIE Fighter. Un TIE Fighter, pardon, excusez-moi. Lapsus. Lapsus. Je suis plus X-Wing que TIE, moi, c'est pour ça, donc forcément. Donc c'est clairement une scène qui a pas été finie parce qu'elle manque d'effets spéciaux, etc. Mais au moins c'est intéressant de voir Solo à l'académie. Beaucoup de gens s'en étaient un peu émus à la sortie du film de pas le voir dans cette période-là. Donc on le voit un petit peu dans cette scène-là et on le voit par la suite
sont dans un espèce de devant un jury, en fait, enfin un procès, quoi. Et sinon, il y a une autre scène qui est sortie il y a quelques jours avec Solo et Kira sur une poursuite à pied dans Corellia, où on les voit être poursuivis au sein d'un marché. Celle-ci est déjà plus intéressante à mon goût, et puis elle était déjà d'ailleurs visuellement plus finie et plus aboutie. Donc on peut imaginer que c'est une des scènes qui a été enlevée dans les derniers G. Je la trouve intéressante parce que ça soit visuellement, mais même dans la relation entre Solo et Kira, je trouvais qu'il y avait un petit quelque chose dans cette scène-là. Donc oui, ça solidifie leur relation un peu plus. Ça. Ouais, ça pouvait apporter un petit truc en plus. Bon, donc sinon je vais vous dire les autres scènes coupées qui ont été annoncées. Il y en a une qui s'appelle le repère de Proxima. On a la bataille de Mimban version longue. On a Han contre Chewie version longue, donc sûrement leur baston dans la cave. On a aussi la rencontre avec Dryden Voss en version longue et la trahison pour le coaxium. Donc voilà. Donc ça c'est les scènes qu'on devrait retrouver normalement le 25 septembre prochain sur le DVD et sur le Blu-ray. Excellent. Est-ce que vous avez bien hâte de le voir, de le revoir? Moi, pour ma part, je te dirais que je l'ai toujours pas revu en fait depuis la sortie cinéma. Ok. Et alors que pourtant il est quand même disponible à certaines plateformes. Non, j'allais dire qu'il était disponible sur Netflix, mais pas du tout en fait. Non. Je pensais au dernier Jedi. Ça aurait été complètement illogique qu'il soit déjà disponible. Mais donc non, j'ai toujours pas revu depuis la sortie cinéma où je l'avais vu qu'une fois. Donc ouais, je suis quand même assez curieux de le revoir et de revoir si j'ai toujours le même sentiment un peu feel good que j'avais quand j'étais sorti des deux séances que j'avais fait l'hiver dernier. Donc quand même un petit peu envie de revoir ça, sans excitation, mais envie de revoir ça. Excellent. Ouais, pour moi, oui, vas-y. Je trouve que malgré la date de sortie là, en plein septembre, je trouve que ça vient quand même combler un certain vide, côté contenu au moins télévisuel. Donc, avec Résistance qui n'est pas commencé, etc. Et on sait que Clone Wars revient, mais on sait qu'on va devoir être patient. Donc, et pas de Star Wars pour Noël. Donc, non, moi j'ai bien hâte de le revoir pour une troisième fois. Je pense que c'était vraiment un bon petit divertissement, là, un bon petit film d'aventure là, à l'ancienne. D'ailleurs, probablement dans les semaines qui s'en viennent, on va vous faire une critique plus complète après avoir vu tous les bonus, etc. Que ce soit nous ici au Québec ou l'équipe européenne, on sait pas qui va la faire encore, mais soyez certains qu'on va vous faire une émission spéciale sur le Blu-ray et le contenu en tant que tel. Donc on va poursuivre avec qu'est-ce qui se passe à la télévision. Je vais juste rajouter un tout petit truc par rapport un peu au bonus et notamment au Star Wars Show. Si vous avez donc l'occasion de jeter un œil au Star Wars Show qui a été donc diffusé hier le 12 septembre, il y a une grosse partie du Star Wars Show qui est autour de Ray Park en fait, qui est un invité qui parle du retour de spoiler de Darth Maul dans Solo. Mais il y a une petite partie avec Pablo Hidalgo qui va à la rencontre de certains experts effets spéciaux de chez ILM, et on voit des behind the scenes un peu qui peuvent être, que j'ai trouvé très intéressantes sur la façon dont ils filment maintenant. On y voit notamment pour les courses-poursuites dans le vaisseau, que même s'ils filment à l'intérieur des studios, il y a des grands panneaux LCD de chaque côté du vaisseau, plus au-dessus pour avoir les réflexions en fait des environnements directement sur les vaisseaux. Donc ça rajoute beaucoup à la crédibilité et aux effets en fait sur les vaisseaux, sur les réflexions et tout ça. Je trouve que c'est assez intéressant en fait de voir ces petites scènes là dans ce Star Wars show là. On voit aussi le cockpit du Faucon Millennium en fait, où on voit que à travers maintenant il y a un écran et ils ont plus besoin d'avoir forcément imaginé qu'est-ce qui se passe, mais ils voient réellement qu'est-ce qui est supposé se passer dans le film. Donc au niveau du jeu d'acteur, c'est quand même une aide qui est assez intéressante, et puis même toujours là aussi en termes de luminosité et d'éclairage dans les scènes, et de voir que ça peut interagir comme ça. Je trouve ça vraiment intéressant de voir ça. Donc si vous avez l'occasion de jeter un œil vite fait au Star Wars Show,
C'est celui du 12 septembre. Et ça me surprendrait pas qu'on voit ça dans les bonus. Dans les bonus, en effet. Ouais. Oui, j'ai beaucoup aimé parce que quand surtout celui que tu disais qui reprenait il avait filmé les environnements pour recréer à l'intérieur des studios le même éclairage exactement. Tu sais, quand tu y penses, c'est le plus vieux effet spéciaux au monde de voir quelqu'un qui conduit puis tu vois l'image en arrière d'eux qui se déplace. Ouais. Tu sais, t'avais ça dans les premiers films qui simulaient un peu la conduite automobile, que ce soit en noir et blanc ou quoi que ce soit, mais ça paraissait tellement que c'était pas vrai. Versus maintenant, que les techniques reprendre l'éclairage pour simuler exactement l'extérieur comme ils l'ont filmé à l'origine, c'est vraiment une bonne idée, etc. Qui fait que c'est plus réel. Donc, on va poursuivre avec la télévision. Donc, il y a quelques rumeurs. En fait, il y a une rumeur qui est sortie sur la série de Jon Favreau qui serait en fait sur les Mandaloriens, sur la planète Mandalore. En quoi ça consiste cette rumeur-là en tant que telle? C'est à prendre avec un grain de sel, bien sûr, mais selon Making Star Wars, il y a plusieurs facteurs qui font que c'est de plus en plus crédible. Donc, ça se passerait 3 ans après le retour du Jedi, donc après la chute de l'Empire. La série serait au sujet de la planète Mandalore et de son état de tourmente après l'échec de l'Empire, et aussi de la restauration à sa gloire d'autrefois, ainsi que l'impact de cette reconstruction sur la galaxie. Donc, en fait, on verra un peu les transformations de Mandalore, comment ça affecterait peut-être le nouvel ordre ou qu'est-ce qui se passe à la suite. Il y a un grand creux, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe encore, hein, donc la série télé va peut-être combler ça. Quand il parle de rebâtir rebâtir la gloire d'autrefois, c'est qu'on connaît 2 types de Mandalore de la série Clone Wars. Tu avais le monde pacifique de Satine, et puis tu as la version de Death Watch avec Pre Vizsla, donc c'est les deux mondes, les deux Mandalores qu'on connaît, les 2 époques qu'on connaît, donc c'est laquelle qui est la restauration à la gloire. C'est peut-être le conflit entre les deux qui va justement être montré à l'écran, laquelle des 2 cultures va prendre le dessus peut-être. Qu'est-ce qui mettrait... Faut qu'il y ait un conflit quelconque. Exactement. Après, on peut pas ramener l'Empire tout de suite, n'est-ce pas? Puis, qu'est-ce qui mettrait du poids à cette rumeur-là? Bien sûr, c'est que à San Diego Comic-Con, vous le savez tous, on a annoncé le retour de Clone Wars Saved. Et puis, ils ont confirmé que l'arc narratif du siège de Mandalore allait faire partie de ces épisodes-là, du retour de Clone Wars. Donc, c'est le pont parfait pour qui pourrait relier une série live action, en fait, sur les Mandaloriens. Donc, c'est peut-être une des raisons pourquoi ils ont ramené cette Clone War même aussi. Ouais, pour ma part, je serais vraiment déçu si c'était le cas, quoi. C'était la question. C'était la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce que ça vous dit une série sur les Mandaloriens? Moi, absolument rien. Mais alors vraiment, c'est une des parties que je trouvais, qui m'intéressait pas tellement déjà dans Clone Wars et dans Rebels. Je trouve qu'on en a déjà beaucoup parlé, on en a déjà beaucoup vu. Tout ce qui a été fait n'a pas... Il y a des choses intéressantes, mais il y a des choses que je trouve pas forcément très intéressantes, qui ont été un peu du cuit et recuit et re-recuit, quoi. Et je sais pas, je trouve que il y aurait eu des choses, surtout en plus si c'est après... Je sais pas, ça m'emballe, mais alors pas du tout. Il y a le côté un peu plus d'être un peu plus loin et d'être au sein d'une planète, et peut-être un côté un peu plus au sein d'une ville underground, un peu qui est peut-être faisable avec une série comme ça et qui pourrait m'intéresser, mais je suis pas sûr que c'est par là qu'ils iraient en fait. Donc si c'est pour avoir des trucs politiques à grands coups de, je pense qu'on en a déjà donné, quoi. Donc je sais pas. J'ai toujours mon fantasme de la série un peu type Stargate là, d'une team de soit de rebelles, soit même d'impériaux en fait.
et peut-être qu'il ferait quelque chose comme ça avec les Mandaloriens. C'est une possibilité, mais honnêtement, en tout cas moi, ça m'enchante pas des masses. Moi, je suis relativement d'accord avec toi. Je suis pas non plus un fan fini des Mandaloriens, même si je connais leur popularité là, au sein des fans. Par contre, quand je fais l'équation, je trouve qu'il y aurait... En tout cas, je trouve que la rumeur a un poids juste en termes de logique. Disney a investi quand même une fortune dans ce projet-là. Et ce sera la première, on espère qu'il va en avoir d'autres après, mais la première série live. Donc je pense que même s'ils veulent prendre des risques, ils veulent quand même jouer safe, comme on dit. Jouer la sécurité, un peu comme ils les avaient fait avec Rogue One, qui chamboulait un peu certaines conventions, mais bon, moins quand même que Solo, tu sais, restait quand même dans du connu. C'est très fan service, hein? Exact. Dans le cas des Mandaloriens, je pense que si on se figure Star Wars, on enlève les Jedi, les Sith et la Force, on enlève le moindrement le conflit Empire-Rebelle. Bon, qu'est-ce qui reste et que les fans casual, comme on dit, vont tout de suite associer quand même à Star Wars? Ben, il reste les Mandaloriens. Il reste les Ewoks. C'est vrai, ça aurait pu être encore une série. Mais ils ont déjà fait une série Ewok il y a 20 ans de ça. Oui, on en a des très bons souvenirs d'ailleurs. Mais bref, c'est ça, le côté sécurité, je pense que jouer sur les Mandaloriens pour une série un peu plus adulte que les séries animées qu'on a eues, je suis pas vraiment surpris, mais je suis pas non plus hyper emballé. Je m'attends pas, vu le test, si c'est ça, si c'est les Mandaloriens, je m'attends pas à de l'originalité extrême, vu que, comme Fabien disait, ça a été traité quand même un peu dans Clone Wars, un peu dans Rebels. Bon... Pourtant, j'ai une foi là, absolue en Jon Favreau. J'adore tout ce qu'il fait. Ouais, moi aussi. C'est mon truc positif un peu que j'ai. Mais... J'ai bien hâte de voir. Ouais, excuse-moi. J'ai un autre truc qui peut me redonner un petit espoir, entre guillemets, c'est... je me demande si est-ce qu'ils iraient pas vers le pitch du jeu vidéo Star Wars 1313, ouais. Il me semble que ça mettait en avant Boba Fett dans les bas-fonds de Coruscant, si je dis pas de bêtises. Fait est-ce que il y aurait comme repris certaines choses de ça, et parce que ça c'était quand même quelque chose qui moi me parlait un peu plus déjà. Alors je sais pas, à voir en fait, à voir de quelle façon. Pour l'instant, on sait tellement peu de choses que c'est difficile d'émettre un réel jugement, mais tout ce qu'on sait, c'est le budget par épisode. Non, 10 millions par épisode. C'est quand même beaucoup d'argent. Effectivement. Donc, il y a de quoi, Jon Favreau a de quoi travailler les effets spéciaux si nécessaire. Et les Mandaloriens, c'est des races de guerriers, donc faire des batailles ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui peut plaire à un public en général. Comme tu dis, c'est très générique, très fanservice. Tout le monde reconnaît l'armure mandalorienne. Ils pourraient ramener Boba Fett, sortir du Sarlacc. Ils peuvent introduire Sabine Wren, qui devient comme une leader ou qui cherche Ezra. Ils peuvent ramener Bo-Katan là-dedans, Pre Vizsla, etc. Anyway. Il y a plein de possibilités. Ça peut être intéressant, mais moi non plus, j'ai jamais été un grand fan des Mandaloriens. J'ai beaucoup aimé les Mandaloriens dans l'époque de Karen Traviss. Un petit peu moins la version Rebels, mais bon, ça c'est maintenant canon. Donc, c'est à voir. C'est quand même une rumeur, donc on va attendre d'avoir une certaine confirmation, mais j'imagine qu'on devrait en avoir peut-être d'ici la fin de l'année. Là, on a, si ça commence en 2019, il faut qu'on ait quelque chose. Puis en plus, c'est surprenant qu'on ait rien. Ouais, on sait qu'il y a déjà il y a plusieurs épisodes qui ont déjà été tournés, si je exactement. dis pas de bêtises. Ouais. Donc ouais, à mon avis, c'est pareil, on devrait en entendre parler à la fin de l'année, je pense. Possiblement à Célébration. Ça dépend quand ça sort. Avant, mais peut-être qu'on aura un trailer à la Célébration. Par contre, ça c'est fort possible, quoi. D'accord. Bon, on va continuer du côté de la télévision parce que on avait parlé un peu lors de la dernière émission, la série Résistance, on avait eu les premiers visuels, mais maintenant, tiens donc,
On a une bande-annonce donc et un petit making-of. Donc, Fabien, qu'est-ce que tu peux nous dire sur qu'est-ce qu'on nous a montré dans ces deux clips-là? Je vais pas être beaucoup plus positif, mais on va d'abord un peu décrire un peu ce qu'on y voit. Donc oui, on a un petit trailer d'abord de quelques minutes qui a été dévoilé il y a quelques semaines déjà, au milieu du mois d'août si je dis pas de bêtises, où on voit donc le perso principal Kaz et sa petite équipe en fait de plusieurs faire des courses à travers des espèces d'anneaux, un peu comme dans fait penser un peu à certains jeux vidéo ou des choses comme ça, et on y apprend que donc le héros Kaz est embauché par Poe Dameron pour devenir un espion au sein de la résistance pour surveiller les agissements du First Order au sein de la base Colossus, donc qui est le port de ravitaillement pour rappel où se passe la série. On a appris que la série avait lieu 6 mois environ à peu près avant le réveil de la Force. Donc, je pensais que c'était voilà. beaucoup plus tôt. Ok. Non, ouais, a priori c'est ça, c'est 6 mois avant le réveil de la Force. Ça a permis un peu de voir l'animation, de voir un peu le look général. On avait vu un premier aperçu du look général juste avant. Alors ça ressemble énormément à une série qui s'appelait Skyland en fait, qui est une série française pour le coup, une série animée qui est sortie en, attention, roulement de tambour, 2005. Donc c'est-à-dire il y a 13 ans de ça. Donc autant vous dire que moi je trouve le look assez dépassé en fait. Il y a aussi une autre série qui s'appelle Iron Man Armored Adventures aussi, qui était sortie vraiment dans ce look très cel shading, il y a peu de texture, c'est très coloré, les animations sont un peu saccadées, les persos sont quand même assez expressifs pour le coup, les designs des persos sont corrects sans plus, quoi. Mais perso, je peux pas m'empêcher d'être un peu déçu, surtout quand on voit ce qui sort en ce moment. On a des séries, notamment que ce soit des séries 2D ou des séries 3D qui sont quand même dans le haut du panier en animation en ce moment. Je pense notamment à Troll Hunter, la série de Guillermo del Toro qui est sur Netflix, qui est d'un point de vue que ça soit visuel ou scénaristique, qui est une série qui est excellente. Enfin, moi j'ai vu les 3 saisons que je trouve très très bien. Même par rapport à Rebels en fait, où Rebels à la fin je trouvais ça là où j'avais des gros doutes au début, à la fin je trouvais ça quand même plutôt joli et plutôt réussi. Là d'un point de vue visuel je trouve pas ça foufou. Les designs des vaisseaux sont cool, ça a l'air d'être assez dynamique quand il s'agit des courses de vaisseaux, mais je peux pas m'empêcher d'avoir des doutes sur les enjeux. Par exemple, parce que qu'est-ce qu'il peut avoir comme gros enjeu dans un port perdu au fin fond d'une planète océan qui a pas l'air d'être non plus le port incontournable de la galaxie, quoi, de la bordure extérieure, parce que c'est de là que ça se passe, quoi. Il y a un seul décor, donc en termes de facilité, c'est difficile de faire pire, quoi. J'ai l'impression qu'on va pas trop voir de bataille dans l'espace, alors qu'on a des pilotes. Bon, je sais pas trop quoi en penser, honnêtement. En fait, je pense qu'on a vraiment vu des extraits qui vont être dans le premier épisode, là. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que j'espère, en fait. C'est vraiment ce que j'espère. Mais il faut quand même aussi se rendre compte que c'est un trailer qui a pas eu du tout un très très bon accueil. Si on va sur le site, enfin sur la page YouTube de Star Wars, en fait, il a, juste pour vous donner un aperçu, il a 124 000 pouces down pour 12 000 pouces up. Donc c'est quand même 10 fois plus de réactions négatives aux réactions positives. Puis même, je te dirais, sur rien que sur le Facebook de Star Wars en direct, quand on a partagé en fait le trailer, les réactions sont quand même très mitigées. Il y en a qui ont hâte de voir, il y en a qui sont curieux, puis il y en a qui sont qui mettent l'emoji de vomir. Ouais, il y a eu des emojis de vomi, il y a des emojis des réponses de pas pour moi,
Et il y a autre chose en fait qui m'interpelle un peu, c'est la programmation. C'est-à-dire que donc ça va sortir pour rappel le 7 octobre prochain et c'est programmé tous les dimanches soir à 22h. Ah mon Dieu, c'est tard. Ça, c'est ce que je trouve le plus étrange. C'est vraiment bizarre parce que c'est quand même une série que quand tu regardes le trailer, tu fais OK, c'est quand même très enfantin. Ça a l'air d'être un public quand même très jeune. Mais un dimanche soir à 22h, on s'entend qu'il y aura pas beaucoup d'enfants devant leur télévision, quoi. Donc, je sais pas, en fait. J'ai du mal à saisir un peu, le but de cette série, à quoi, qu'est-ce qu'ils essaient de faire avec ça, qu'est-ce qu'ils essaient de nous montrer, est-ce que c'est juste pour combler, est-ce que ils ont vraiment des plans à long terme là-dessus? Peut-être que je me trompe parce que c'est difficile aussi de se faire juste un avis avec un trailer et un espèce de behind the scene. J'en ai pas trop parlé le behind the scene, mais ça ouvre avec notre ami Dave Filoni qui est responsable maintenant de toute la partie animation chez Lucasfilm. Et en gros, on y présente un peu les personnages principaux puis les voice actors qui sont derrière. Bon, on en apprend pas grand chose, un petit peu le background de certains persos. Il y a quelques persos qui ont l'air cool. Il y en a un notamment qui a l'air qui s'appelle Yeager, qui est un espèce de c'était un ancien pilote de la rébellion, qui est un vieux gars. Puis alors, pour le coup, le voice actor a une voix incroyable, une voix super grave et tout, qui est pour le coup que je trouve vraiment cool. Mais bon, on apprend pas grand chose de fou non plus, quoi. Donc c'est ça. Moi, j'ai beaucoup de doutes en fait, enfin, et de questionnements par rapport à cette série. Cette histoire de programmation dimanche à 22h, c'est quand même très bizarre. On va avoir 1 million de reprises de toute façon, là. Ben, on risque d'avoir d'autres informations de toute façon d'ici là. Mais sinon, en dehors de cette histoire de programmation tardive-là, il reste que tout tend à démontrer que ça va être un show pour enfants. Je pense que les réactions négatives dont tu parlais, que évidemment on a tout observé, ben, c'était des réactions de fans d'adultes, finis de Star Wars, sûr. d'adultes. Et en l'absence d'informations, de marketing et compagnie, bon, jusqu'ici, on pouvait croire que Résistance était une suite logique de Clone Wars et de Rebels. Alors que ça s'enligne pour être quand même pas exactement le même public cible. Autrement dit, encore plus jeune que Rebels, qui était déjà quand même un petit peu plus jeune aussi que Clone Wars. Moi, je pense que ça va faire effectivement très différent des deux autres séries animées. Par contre, je pense que sur la durée, ça va quand même pas si mal vieillir. Le côté graphisme et compagnie, ça, j'ai aucune connaissance dans le sujet. La seule chose que je peux observer, c'est que ça fait lumineux, ça fait clair. Donc oui, ça fait un peu différent de ce qu'on connaît jusqu'à maintenant de Star Wars. Par contre, moi, ça me fait justement penser qu'on est à une période différente de ce qu'on connaît habituellement dans Star Wars. Ce qu'on connaît jusqu'à maintenant de Star Wars, c'est toujours la guerre. Alors qu'on est justement à une période de l'histoire de Star Wars où il n'y a pas de guerre. On est avant le déclenchement du conflit, dans le réveil de la Force, une période où la République est quand même bien assise. Donc le fait que ce soit dans un show pour enfants, qui ait choisi de nous montrer justement ce qui se passe dans la vie courante, on va dire, là, d'autres personnages que nos héros principaux qui sont toujours en conflit. Je pense que l'idée n'est pas mauvaise, mais le fait qu'on se soit tous attendus à une autre série animée du calibre de Clone Wars, ben, je pense que c'est ça, c'est l'anticipation qui a créé la déception. Ouais, quelque part, enfin, c'est logique aussi que les fans s'attendaient parce que par rapport au timing de programmation, ils ont arrêté Rebels en annonçant qu'il allait y avoir une nouvelle série. Donc forcément, ceux qui regardaient Rebels s'attendaient à ce qu'il y ait autre chose à leur donner pour eux, un autre consommable en fait. J'aime pas trop ce mot, mais quelque part c'est ça. Donc on peut comprendre que du coup les gens soient déçus, d'autant que voir le truc Résistance, de voir que c'est autour des pilotes au début, on savait déjà que c'était ça pouvait augurer de quelque chose qui aurait pu être très intéressant, même pour un public un peu plus adulte, parce que je suis persuadé qu'on peut faire des séries qui sont à la fois très bonnes pour les enfants et à la fois très bonnes pour les adultes, et j'en reviens à Trollhunter de Guillermo del Toro, que je trouve être une bonne série pour ça, en fait, qui est intéressante à la fois pour les adultes et pour les enfants. Donc après,
après, ça se trouve, ça sera exactement ça. Ça pourra être une très bonne série pour les deux, et je l'espère. Mais par contre, c'est vrai que ton point sur le côté un peu plus lumineux et un peu plus joyeux, et un peu plus positif, en fait, c'est vrai. C'est quelque chose qu'on retrouve quand même beaucoup de cette série-là. Il y a une espèce de feel good qui n'avait pas forcément de base rebelle et Clone Wars, quoi. Moi, je suis comme vous un peu, je suis pas vraiment friand du look, mais je pense que ça va être un peu le même niveau de divertissement peut-être que la série Star Wars Lego de Freemaker Adventure. Tu sais, c'est un petit groupe, ça se passe beaucoup à un seul endroit comme c'était dans The Wheel, je pense, la base dans Lego Freemaker. Ici, c'est la base, je me souviens plus du nom, tu l'as mentionné. Colossus. T'as un petit peu d'humour, peut-être que Resistance va être un peu moins enfantin que les Freemakers. Mais c'était drôle, les Freemakers, pour le coup. Ben, moi, c'est ça. Ouais. C'est ça. Il va probablement avoir un peu plus de tension dans la Résistance, mais j'imagine que ça va être le même niveau de divertissement, un peu le même âge. Plus léger. Plus léger. Je pense mais la communication n'est pas la même. Non, pas du tout. C'est-à-dire que, tu vois, Freemaker, faut savoir que ça existe déjà, tu sais, je veux dire. C'est pas une grosse diffusion. Là, ils tapent quand même leur communication autour de Résistance, petit à petit. C'est pour ça, en fait, tu vois. Freemaker était pas canon non plus. Ouais. Non, mais par exemple, on restait dans l'univers Star Wars Lego. Parallèle, ouais. Mais si on veut comparer à une autre série qui est pour les enfants, pour le coup, et qui est canon, Destiny, tu vois, la communication était pas la même. Je veux dire, oui, ils en ont parlé, mais c'était pas comme présenté comme la nouvelle série animée, parce que Resistance est présenté comme la nouvelle série animée. Ouais. Donc, bon, c'est un peu... Moi, ce que je m'attends, je comparerais ça à la différence, pour ceux qui connaissent, entre les comics Marvel et les comics Star Wars Aventure, ou Adventure en anglais, que même si c'est canon, il reste que Aventure, c'est très léger, c'est des histoires qui ont aucun impact sur quoi que ce soit. C'est juste des petites histoires comiques, le fun, là, que les enfants aiment bien, mais ça n'a pas la profondeur des comics Marvel. Donc, moins sombre, etc., puis moins d'impact directement là, sur le reste de la galaxie. Donc, c'est ça, moi je m'attends à un divertissement plus enfantin, comme tu disais. Ok. Ben merci, monsieur. On va poursuivre, Francis, avec... on a parlé un petit peu du service de streaming de Disney lors de la dernière émission, mais on a eu quelques détails supplémentaires. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'article, les grandes lignes de l'article de Variety qui est paru il y a quelques semaines? Oui, ben c'est ça. On a eu quelques échos là, du nouveau service pour concurrencer Netflix là, du côté de Disney. Bob Iger, le grand Manitou de Disney, il réfère sous le nom de Disney Play. Par contre, il semblerait que ce soit là juste un nom de référence de production, on va dire, et non le nom marketing final. Ça m'aurait surpris d'ailleurs là, de quoi d'aussi générique que Disney Play. Mais bon, qui sait là? Mais en plus, la confusion possible avec Apple ou avec Google Play ou avec toutes les autres applications qui comprennent déjà le mot Play dans leur titre. Quelle déception que ce soit pas Disneyflix comme Danny l'avait imaginé. Oui. Je pense pas que ça passerait. Ouais, il aurait fallu que tu achètes les droits là-dessus avant que Disney le fasse. Mais bon, l'article, évidemment, je ne ferai pas un topo complet là, parce qu'on tombe dans de la haute finance et c'est pas le but de l'émission. Non, c'est très très complet comme article. Hein. Si vous voulez des statistiques et tout, là, c'est fou. Là. Ben, c'est sur Disney Plus et c'est aussi sur celui de AT&T. Là. Donc, c'est sur tous les bouleversements de l'industrie là, depuis Netflix et compagnie. Mais on apprend quand même que beaucoup de contenu exclusif est déjà en cours de préparation. Donc, il y a quand même beaucoup de stock qui va sortir uniquement sur cette plateforme-là. Et bon, évidemment, beaucoup de stock de Star Wars aussi. On apprend aussi que Disney devrait casser les prix d'abonnement, histoire de se bâtir rapidement une grosse base d'abonnés. Donc, plusieurs analystes parlent même de la moitié du prix d'abonnement de Netflix, donc aux environs de 6$ là, pour l'Amérique, ou en tout cas pour les États-Unis. 6$ par mois. Ils ne s'attendent pas non plus à ce que ce soit éternel, là, donc ce serait des prix de lancement ou pour les premiers mois. Sinon, on n'a toujours pas de date déterminée là, pour le lancement. Mais bon, ce serait probablement en 2019. Bob Iger disait que ça va vraiment être la méga, quasiment l'unique priorité de Disney pour 2019.
Donc, de toute façon, d'ici là, on n'a pas fini d'en entendre parler. Mais c'est ça, c'est le méga projet chez Disney en ce moment. Ça va être son nouveau service de streaming. Faut comprendre que dans le monde, autant télé que cinéma, Netflix et compagnie, Amazon, sont venus complètement bouleverser les modèles économiques. Mm-hmm. Et les grands studios, dont Disney, ont plus le choix de s'y adapter, là, de changer leur modèle d'affaires. Mm-hmm. Mais, ça va devenir le plus grand revenu, en fait, de Disney, pratiquement. Là. Exactement. Et là, c'est sûr que ce qui inquiète, c'est qu'au moment de lancer ça, ça représente aussi des pertes de revenus. Évidemment, il y a des gains en revenus, en abonnement, etc., mais il y a des pertes de revenus en droit, par exemple, en ce moment sur Netflix, il y a énormément de Disney. Il y a énormément de Star Wars et compagnie. Donc, c'est ces pertes-là aussi qui inquiètent les actionnaires, etc. Mais bon, je vous invite à aller le lire. C'est quand même très, très intéressant. Article sur Variety qui est, comme Denis disait, quand même assez long, quand même assez complexe, mais qui vous fait un bon topo là, des bouleversements en ce moment de l'industrie télévisuelle aux États-Unis. Et moi, personnellement, j'en ai appris beaucoup. Mais bon, sur le service de streaming de Disney en particulier, attendez-vous pas là, à des millions de scoops. Là. Non, c'est ça. Je viens quand même de vous faire une bonne synthèse sur tout ce qui pourrait concerner Star Wars. Mais c'est ça, je m'attends quand même à ce qu'au compte-gouttes, là, on en entende parler ici et là de temps en temps à coup d'assemblée d'actionnaires et compagnie. Mm-hmm. Super, ben merci beaucoup Francis. On va poursuivre maintenant du côté un peu des jeux vidéo, jeux de table. On va commencer, on a parlé un petit peu de jeux de rôle dans notre WhatsApp. Ben justement, Fantasy Flight Games a annoncé un nouveau guide d'expansion sur la guerre des clones. Donc le nouveau source book qui appelle livre source Rise of the Separatists, qui est pour l'ère de la guerre des clones. Donc on amène l'ère de la guerre des clones dans le jeu de rôle Star Wars. Donc c'est un livre de 144 pages qui est compatible avec les 3 jeux de rôle qui existent: Age of the Empire, Age of Rebellion et Force of Destiny. Donc c'est les trois jeux de rôle compatibles des différentes époques. Vous allez pouvoir maintenant ajouter des spécialisations à votre personnage Jedi ou clone, comme vous allez pouvoir être un soldat clone, un pilote clone ou un officier clone. Il va y avoir 4 nouvelles races disponibles dans le guide. Donc tu vas pouvoir être un clone, un géonosien, un kaminoan puis un Umbaran. J'ai aucune idée c'est quoi cette race-là. Et puis finalement, ben, il va y avoir aussi plusieurs ressources supplémentaires pour aider les maîtres de jeu avec leur campagne. Donc des statistiques de personnages connus comme Obi-Wan, Count Dooku, etc. qui sont toutes des personnages de cette époque-là. Il va y avoir des nouvelles options de personnages, des nouveaux équipements, nouveaux véhicules, etc. Donc c'était un livre source pour cette époque-là. Donc ça rajoute du détail, des options si vous voulez jouer à cette époque-là qui est très très populaire, je dirais, pour la génération qui a grandi avec la prélogie. Ensuite, on va sauter aux jeux vidéo parce que Battlefront 2 a beaucoup d'expansions qui s'en vient d'ici Noël. Donc, ils ont sorti qu'est-ce qu'ils appellent la roadmap pour Battlefront 2. Donc, qu'est-ce qui s'en vient dans les mois prochains. Donc, en septembre, et plus précisément le 25 septembre, il va y avoir des nouveaux skins dont, maintenant, on sait que ce n'est plus payant. Il n'y a plus rien de vraiment payant. Donc, qu'est-ce qu'il offre? Au lieu d'être un avantage dans le jeu, il offre des skins et puis des choses. Des skins, c'est des nouvelles apparences pour ceux qui jouent comme des mouvements puis des nouvelles apparences de vos personnages. Donc, il va y avoir, je vais le dire en anglais, 91st Mobile Reconnaissance Corps et le bataillon de clones de la 104e Wolfpack. Donc, il va y avoir des skins pour ça. Et il va y avoir le lancement de la nouvelle escouade, du nouveau système d'escouade qui devrait être amélioré. Donc, j'ai hâte de voir un peu ça va être quoi, le nouvel, avec plus de détails. Je pense qu'en ligne, il y a déjà des trucs qui ont été dévoilés. Regardez un peu en ligne pour plus de détails. En octobre, il y a l'arrivée du général Grievous en tant que héros, incluant un skin. Donc, imaginez-vous combattre avec 4 sables laser. Ça peut être assez intéressant. En novembre, le héros Obi-Wan Kenobi va arriver dans le jeu avec 2 skins différents. Il va y avoir une nouvelle carte pour le mode Assaut Galactique qui va être la planète Geonosis, donc probablement l'arène
et tout ce qu'on voit à la fin de Attack of the Clone, donc tout l'environnement sur Geonosis autour de la reine. Il va y avoir des nouveaux skins aussi pour le bataillon de clones de la 212e. Et finalement, 3 nouveaux véhicules pour Geonosis, donc le STAP en français, le Bark Speeder et le ATTE. Et finalement, cet hiver, le héros Count Dooku et Anakin Skywalker vont faire leur introduction dans Battlefront 2. Il va y avoir aussi un nouveau mode de jeu. Ils disent pas plus de détails que ça va impliquer une capture de points et un autre qui va s'appeler Capital Ship Takedown. Donc j'imagine des missions pour vraiment détruire des vaisseaux, des frégates, etc. Intéressant. Et finalement, des nouveaux skins aussi pour cet hiver. Donc les Clone Guard de Coruscant et puis les clones de la 501e. Donc j'imagine les clones qui accompagnent Anakin lorsqu'ils vont tuer tous les petits jeunes apprentis Jedi Padawan. Et voilà pour jeux vidéo. Et on retourne à Fantasy Flight Games parce que je vous l'ai mentionné au début. X-Wing version 2.0, X-Wing miniature version 2.0 est disponible aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui? Premièrement, le Core Set, donc il relance le set de base, donc avec un X-Wing et 2 TIE Fighter, et les nouvelles règles, les nouvelles cartes de dommages, etc. Les nouveaux vaisseaux, en fait, ils ressortent des vaisseaux existants déjà, donc le X-Wing, le Y-Wing, le TIE Fighter régulier, le TIE Advance de Darth Vader, le Slave One, le Fang Fighter qui était le vaisseau mandalorien, et le Millennium Falcon de Lando, que lui c'est un tout nouveau vaisseau, donc celui avec la pointe en avant. Donc ça c'est le plus récent. Bien sûr, pour ceux comme moi qui ont tous les vaisseaux de la version 1, ils ont sorti aussi en même temps les kits de conversion. Donc en fait c'est toutes les cadrans de manœuvre, toutes les cartes, mais à la sauce version 2. Donc vous avez le Rebel Alliance Conversion Kit qui va pouvoir vous permettre de convertir tous vos vaisseaux de l'Alliance Rebelle. Vous avez l'équivalent pour l'Empire Galactique et l'équivalent pour les SCOM. Donc vous avez 3 kits, chacun à $50 US quand même. Vous avez toutes les sets de cartes avec des multiples de chaque vaisseau. Donc c'est quand même intéressant pour ceux qui veulent pas tout racheter en fait. Et puis aussi qui était supposé sortir aujourd'hui, c'est bien sorti, mais c'est pas tout à fait au point. C'est l'application qui va avec le jeu, qui va permettre de bâtir des escadrons puis de les sauvegarder, etc. Malheureusement, l'application, comme je viens de dire, est seulement disponible actuellement depuis la dernière heure au moment de l'enregistrement. C'était disponible sur Google, mais pas pour iOS encore, pour Apple. Donc, c'est encore pas tout à fait disponible. Et ils ont fait une version en ligne sur le site web qui a été lancé. Donc, vous pouvez aller voir squadbuilder.fantasyflightgames.com. Donc, vous avez l'équivalent de qu'est-ce qu'il y a sur tablette, mais sur votre écran d'ordinateur. Malheureusement, il y a déjà plein de bugs qui sont déjà annoncés par les joueurs. Donc, des bugs non seulement pour les vaisseaux 2.0. Les vaisseaux 2.0, en fait, sont disponibles, mais il y a quand même des bugs. Puis tous les vaisseaux de la version 1, apparemment, sont pas disponibles. Donc, c'est pas tout à fait au point. On ira pas plus en détail ce soir. On va sûrement faire une émission complète Star Wars en Direct Gamer qui va être consacrée à ça quand on va avoir eu le temps de tester un peu plus le jeu et de donner nos opinions. Probablement aussi que Julien va revenir parmi nous pour vous parler de tout ça. On verra bien. Mais c'est un réapprentissage pour les joueurs comme moi. Donc, on verra d'ici là. Donc, ça complète un peu les nouvelles gamers. J'ai fait ça vite parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc, on va retourner avec Francis avec qu'est-ce qui est littérature. Ouais, côté littérature, on a quand même quelques nouvelles à se mettre sous la dent. On va commencer par, on l'a mentionné lors du WhatsApp, la novelisation de Solo, A Star Wars Story, maintenant disponible depuis le 4 septembre en version originale chez Del Rey, avec une belle couverture style western que j'adore. C'est signé Mur Lafferty, désolé pour la prononciation qui est sans aucun doute mauvaise. Un auteur relativement nouveau que je connaissais pas, mais qui avait déjà signé 2 nouvelles dans le petit monde de Star Wars, dont une dans le recueil de 40 nouvelles From a Certain Point of View sorti l'année dernière.
Malheureusement, pas de date côté traduction française chez Pocket. Faut dire que c'est le silence radio là, chez Pocket sur l'agenda de sortie depuis un bon 6 mois certains. Bon, néanmoins, on se souviendra que les délais de sortie des derniers livres avaient été, à mon avis, très raisonnables. Là. On parle de 1 mois seulement pour les derniers Jedi, 4 mois pour Rogue One, idem pour le Réveil de la Force. C'est pas constant du tout, hein? Non, il y a non, des livres effectivement. il y a des livres qui sortent immédiatement et des livres qui ça prend comme 3 ans. Twilight Company, ça a pris combien de temps avant de sortir? Ouais, ben c'est ça en fait, c'est une question de priorisation. Donc c'est ça, quand comme les derniers Jedi, tu sais, ils se sont dit c'est un bon coup marketing, alors qu'on attend encore les tomes 2 et 3 de la trilogie Aftermath. Là, fait que ça, c'est ça. Ils y vont avec, en fonction des ventes aux États-Unis, de quoi cellulaire, etc. Mais tu vois, même plus récemment, Last Shot qu'on a critiqué dans la dernière émission de littérature, ça a été 4 mois de délai pour la sortie française. Donc si on compare avec les délais qu'il y avait autrefois là, à l'époque des légendes, disons que c'est le jour et la nuit quand même. On parle plus de plusieurs années. Mais bon, c'est ça. On va se croiser les doigts. Là. On n'a pas de date pour Solo. Mais peut-être début 2019, qui sait. Autre nouvelle côté littérature, on a eu quelques previews récemment du livre s'appelle Star Wars Come and Villainy de Pablo Hidalgo. Donc je sais pas si tout le monde connaît Pablo Hidalgo, mais encore une fois un grand Manitou chez Star Wars, mais côté Story Group. Donc c'est un peu le pape du canon Star Wars. Et il est canadien. Ah, tu vois, là, tu m'en apprends une, je ne savais pas du tout. Pas du tout. Il ne s'agit pas ici d'un roman, par contre, il s'agit plutôt d'une sorte de manuel intra-univers là, à la manière des archives secrètes des rebelles et tous les codes des chasseurs de primes, manuels du Stormtrooper, etc. Donc, on a des choses écrites par des gens vivants dans l'univers de Star Wars et non une histoire racontée par un auteur à l'extérieur. Et ici, le concept de celui-là, ça va être un recueil de dossiers criminels montés par des policiers. Donc, ça, c'est super intéressant. Oui, je pense que c'est un angle qui n'avait pas été abordé. Dans le fond, puis ça va inclure, on va dire, c'est à l'époque de la guerre galactique, donc ça inclut autant des criminels classiques, là, chasseurs de primes, etc., mais aussi les chefs rebelles, vu qu'ils sont considérés comme des terroristes. Donc autant Leia Organa, Mon Mothma, etc., dans les mêmes dossiers de police là, que, je sais pas, Aurra Singh ou autre. Là. Donc ça s'annonce quand même très intéressant. Ça va sortir, celle-là, je cherche la date, le 23 octobre prochain. Moi, j'avais lu j'ai celui sur la propagande. Oui, Propaganda, oui. Qui se passe aussi un peu, comment dire, d'un point de vue dans l'univers, parce que c'est comme un recueil qui parle de l'histoire, justement, de l'art, l'histoire de l'art de propagande au cours des époques. Puis il parle des auteurs, t'as des œuvres qui sont non signées parce que les personnes ne voulaient pas se faire découvrir, etc. J'ai bien aimé ça. Puis étant comme toi, Fabien, on est des artistes un peu. Je trouvais ça super intéressant comme roman. Donc ici, c'est Pablo aussi qui fait un autre roman du point de vue de l'univers. Ça peut toujours être intéressant. Est-ce qu'il était sorti en français, Propaganda, d'ailleurs Toujours pas, si je me trompe pas. J'avais regardé ça, si je me souviens bien, l'hiver dernier. Puis il y avait toujours rien, là. Mais le plus récent qui est sorti, c'est les archives secrètes des rebelles. Mais Fabien, t'as pas besoin de vraiment l'avoir en français, il y a très très peu de texte. Ouais, okay. C'est beaucoup des illustrations. Je comprends l'anglais aussi, mais... Ouais, c'est ça. C'est beaucoup d'illustrations. Ouais, au pire, il faut que tu comprennes le basic de Star Wars. Ouais. Sinon, dans la même veine, et exactement une semaine plus tard, on va avoir droit à Star Wars Smuggler's Guide par Dan Wallace, qu'on pourrait traduire par le guide des contrebandiers. Dan Wallace, qui est vraiment le spécialiste de ce genre de manuel intra-univers-là. C'est lui qui en avait sorti plusieurs, là, dont certains qui sont maintenant en légende. Mais ici, le concept, c'est qu'il s'agirait d'un genre de journal de bord trouvé à bord du Faucon Millennium et annoté au fil des ans là, en bordure de page par les Han, Lando, Maz Kanata, etc. J'ai même vu sur les images promo là, une annotation par Dr. Afra. Donc, ceux qui lisent les comics, là, c'est vite devenu un personnage très, très populaire
du côté de Marvel. Celui-ci devrait être disponible le 30 octobre, donc exactement une semaine après l'autre. Ensuite, c'est comme un guide que tous les contrebandiers se seraient arrachés pour apprendre l'information des autres ou c'est ça, mettre leurs mots dans l'histoire. Une couverture très jolie aussi, celle-là, là, une espèce de simili-cuir magané, là, très Han Solo, justement, très Faucon Millennium. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Ouais. Donc, je vais mentionner tout de suite que le tome 2 en français, là, en France, chez Panini, le tome 2 de Dr. Aphra, vient de sortir hier, si je ne me trompe pas, le 12 septembre. Donc, ça s'intitule L'énorme magot. C'est la conclusion de cet arc-là pour ce qui est du Dr. Aphra. Je vais peut-être faire une très légère là, aparté expliquant Dr. Aphra, c'est un personnage qui est apparu dans la première série Vador en 2015. C'est une archéologue, une jeune archéologue très débrouillarde, on va dire. Entre autres, côté reprogrammation de droïdes. C'est elle qui se trimballe 2 droïdes psychopathes, 000 et Fabien, aide-moi, le nom du deuxième? Je m'en rappelle plus. J'ai vraiment plus non plus. Mais bref, un R2D2, un C3PO version complètement psychopathe. Là. Mais c'est une série vraiment déjantée qui a l'avantage d'être, contrairement aux autres séries là, chez Marvel, d'être toutes justement des nouveaux personnages et des choses qui vont pas avoir une influence sur le reste de l'univers. Donc, côté liberté de création, c'est à 100%. BT. Ah oui, BT. C'est ouais. BT1. Ouais. Et ceux qui connaissent pas, je vous conseille. Vraiment, Dr. Aphra, là, on est rendu à 2 tomes en termes d'albums chez Panini. Et évidemment, en version originale anglaise, là, on est rendu beaucoup plus loin dans la série. Mais des fois, c'est à mourir de rire. C'est clairement un des meilleurs personnages qui a été créé depuis le rachat, en fait. Tout à fait. Dans tout ce qui est hors des films, en fait. Beaucoup de styles aussi Indiana Jones. Et les connaisseurs des légendes, donc avant le canon, seront surpris de voir la quantité de stock qui est recanonisé dans les comics de Dr. Aphra, vu qu'elle est archéologue. On est tout le temps après redécouvrir là, des petits détails, un peu comme écouter le film Solo. Là, il y avait une tonne de références aux légendes. Ben, c'est pour ça que les gens l'aiment. Effectivement. Sinon, côté version originale, je ne vous ferai pas la liste là, de tout ce qui sort en comics chaque semaine. Mais quand même, je mentionnerai que Marvel nous a annoncé une nouvelle mini-série de 5 numéros intitulée Han Solo Imperial Cadet. Donc, ça va... Comme le titre l'indique, ça va être les débuts de Han dans la machine impériale. La période, autrement dit, qui était complètement là, skippée dans le film Solo. Donc, pour l'instant, on a juste, comme spoiler, la première page couverture du premier numéro. Mais ça fait exactement référence à ce qu'on parlait tantôt là, dans les scènes coupées. Donc, on voit Han en train de se faire littéralement engueuler là, solidement par un officier impérial. On dirait pratiquement Finn, hein? Ouais. Il ressemble beaucoup. C'est pas Finn parce que l'époque fonctionne pas, mais il ressemble énormément. Ouais, puis le tout devant un TIE Fighter craché en arrière en feu. Donc, et une face de Han Solo qui a l'air de relativement s'en foutre. Donc, j'ai bien hâte de lire ça. Je pense que je vais bien aimer. Je trouve ça bien qu'ils sortent ça d'ailleurs en mini-série parce que beaucoup de gens avaient trouvé que c'était un manque dans le film. Et finalement, ils comblent ce manque par une mini-série en BD. Et je trouve que une mini-série, ça mange pas de pain, ça fait 5 numéros, ça se lit vite, c'est toujours, c'est jamais ni extraordinaire ni mauvais. Et je pense que c'était une bonne idée de sortir ça en certaines des mini-séries sont quand même considérées comme dans les meilleurs. Je pense à Lando, la première qu'il y avait eu. C'était vraiment Lando très bonne. vraiment très très bien. Ouais. Puis sinon, côté complément des films, je trouve que c'est un bon support, comme tu dis. Là. C'est trop court pour qu'on ait le temps de se tanner. Mais ça permet quand même d'expliquer plein d'événements. Tu sais, il y a comics, là, l'air de rien, il y en a du contenu dedans. Là. Quand tu fais le total, il s'en passe. Mais vous allez voir, je vous le dis pas, là, mais quand vous allez lire le roman sur Solo, il parle beaucoup plus de Han pendant qu'il est à l'académie. Et il explique pourquoi que même si c'est un hotshot, Han il se fait pas renvoyer de l'Empire. Il y a une raison pourquoi il se fait pas renvoyer de l'Empire. Ah, ok. Vous allez l'apprendre. Ah là, tu nous teases ça en plus. Là. Ouais.
Bon, vous pouvez vous en douter, mais regarde, je vais vous laisser le lire. C'est bon, c'est bon. Sinon, autre nouvelle, si on peut dire, il y a la traduction de Last Shot en baroud d'honneur en France là, par Pocket qui a créé une petite polémique bien moderne, bien de notre temps. L'auteur de Last Shot, Daniel Rosé-Holder, qui avait intégré dans son livre un personnage secondaire dit non-binaire, donc qui ne se considère ni comme un homme ni comme une femme. Et c'était pas précisé clairement nécessairement. C'était seulement là, à coup de pronoms non-genrés dans le livre, mais c'était pas là, décrit aussi clairement que bon, voici un personnage non-binaire, etc. Et plus récemment, il y a un lecteur français, vu que la version française est sortie depuis quelques semaines, il y a un lecteur français qui a porté à l'attention de l'auteur que Pocket a traduit tout simplement par les formes masculines de ces pronoms-là. Donc, l'auteur a publié sa surprise-colère sur Twitter. Il a quand même pris la peine de préciser qu'il n'y a aucune notion de français. Là, donc, il demandait là, aux gens qui parlent français là, si c'était de l'irrespect ou quoi. Là. Mais bref, évidemment, il y a certains qui crient au scandale, au non-respect de l'auteur, etc. Donc, je ne vous ferai pas le topo complet là, de toute cette traduction-là. Et pour finir sur nouvelle littérature, peut-être juste mentionner quelque chose on a parlé de Tron Alliances tantôt, qu'on devrait critiquer bientôt, Danny. Donc, il y a l'auteur Timothy Zahn qui a donné quelques entrevues la semaine dernière à Atlanta, au Dragon Con d'Atlanta, un genre de méga Comic-Con là, un peu plus diversifié. Et nous a certifié que tôt ou tard, on aurait la suite de l'histoire Thrawn Ezra. Donc, pour ceux qui ont suivi la série Rebels, ça se termine... je voudrais pas spoiler là, ceux qui ne l'auraient pas écouté, mais ça se termine, bref, que Thrawn et Ezra disparaissent, et c'est pour ça qu'on les voit pas dans le reste de la guerre civile galactique. Il a également affirmé que de son côté, il avait déjà en tête les réponses à toutes les questions conséquentes à leur disparition dans les régions inconnues. Donc, lui, il dit être simplement en attente d'un feu vert de Dave Filoni, de Lucasfilm, pour mettre tout ça sur papier. Mais évidemment que les droits, on va dire, sur Ezra et Thrawn et sur la suite de l'histoire appartiennent à Filoni. Donc, pour ma part, j'ai jamais été bien passionné par le personnage d'Ezra Bridger, mais bon, je dois avouer que combiné à Thrawn puis écrit par Timothy Zahn, là, je serais vraiment très enthousiaste de lire ça. Ben, si on regarde aussi l'entrevue que Sébastien avait faite avec Timothy Zahn à Toronto, Timothy Zahn mentionnait, c'est le Star Wars en direct interview numéro 2, Timothy Zahn disait aussi qu'il attendait après JJ pour prendre certaines décisions pour ses personnages de Tron, etc., savoir qu'est-ce qui allait arriver dans l'épisode 9 avant de pouvoir vraiment confirmer ses idées pour pouvoir poursuivre. En fait, tout le monde attend après les films et les séries télé. Ouais, la littérature est comme bloquée à cause de ça. Et sinon, bon, côté littérature, c'est ce qui fait le tour des nouvelles. Donc, passer le relais à Fabien pour ce qui est du collection. Au premier, il y a eu, il y a pas très longtemps, il y a eu la Fan Expo en fait à Toronto, qui est une des grosses conventions ici au Canada. Et donc pour la première fois, Hasbro avait un panel en fait à Fan Expo, et donc sont revenus sur ce qu'ils font de bien depuis longtemps ou de moins bien, c'est selon. Et on va aussi en profiter pour révéler deux nouvelles figurines. Donc deux nouvelles figurines, dont alors je vais y aller très vite, c'est le Captain Phasma en vintage collection en 3 pouces 75, et aussi le personnage de Dryden Voss, donc dans la série des Black Series 6 pouces. Donc je les trouve plutôt réussis. Il y a juste un truc que je trouve un peu bizarre sur le personnage de Dryden Voss. Je trouve qu'il a un cou hyper long, on dirait une girafe. Mais son visage est quand même très réussi. Bon, après, c'est ça. Je pense que Raphaël et Sébastien seront mieux placés pour en parler que moi, et je pense qu'ils y reviendront sûrement sur une prochaine émission collection. Ok, ce que je trouve intéressant, c'est que Fan Expo, c'est vraiment la plus grosse convention au Canada, qui est à Toronto à chaque année à la fête du travail, dans le week-end de la fête du travail. Et personnellement, j'ai été surpris que Hasbro fasse
dévoilent des choses. En général, ils peuvent avoir un panel ou quoi que ce soit, mais ils dévoilent jamais de choses. Et maintenant, ils ont décidé, une compagnie américaine, de dévoiler des produits, mais à l'extérieur, qui n'était pas un exclusif, là, qui était vraiment un produit qui va être sur le marché plus tard. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Ça montre que le Canada a un marché important, I guess, peut-être. Mais je trouvais ça intéressant qu'ils fassent ça au Canada. Ça permet de sortir aussi des habituels Comic-Con ou Toy Fair, où les annonces sont en général vraiment regroupées à ces moments-là, plus d'aller dans les Toy Fair que sur le Comic-Con, mais donc, je trouve que c'est un bon move en fait de la part d'Hasbro, parce que c'est aussi un moment, mois de septembre, où il y a un petit peu moins de trucs, donc oui, c'est plutôt bien vu, je trouve. Mais c'est ça. On vous invite d'aller voir un peu, jeter un œil sur le site StarWarsUnderworld.com. Là, vous aurez un résumé. En fait, ils avaient fait un live tweet du panel d'Hasbro qui est assez complet. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes curieux de voir un peu de quoi a parlé Hasbro lors de leur premier panel à Fan Expo. On va continuer par contre sur quelque chose qui me parle un peu plus, c'est Lego qui a annoncé il y a quelques semaines un nouveau set, un gros set Beach Royale at Cloud City. Trahison à Cloud City. Trahison à Cloud City, donc un gros set de la Cité des Nuages qui est prévu pour le 1er octobre prochain au prix de 350 € en Europe et 399 $ canadiens ici au Québec ou au Canada ou dans tout le Canada. Et donc c'est quoi? C'est un set play en fait de la Cité des Nuages coupé en comme 4 sections que je trouve quand même plutôt intéressant. On y retrouve des vaisseaux, on y retrouve beaucoup de personnages. Les minifigs sont le catalogue de minifigs est assez cool. Au niveau des vaisseaux, on retrouve un espèce de mini Slave One, on y retrouve le Twin Pod de Cloud Car, que je trouve quand même aussi assez cool. C'est quand même un plutôt beau set, mais qui est pas non plus fou. Je suis allé voir, il y a le site, pour ceux qui connaissent un peu, hotbrick.com, qui est un spécialiste vraiment de tout ce qui est Lego. Il a réussi à mettre la main sur un set en avant-première et il a pu le tester. Il est globalement mitigé, en fait. Il trouve que c'est un beau set, mais qui est blindé. A priori, le set est vraiment blindé de mini détails et pas d'easter eggs, parce que à ce niveau-là c'est plus des easter eggs mais vraiment des détails quoi, qui peuvent faire vraiment plaisir aux fans, un peu fan service, que ça soit jusque dans le choix des minifigs, mais que bon, il est pas non plus hyper fou, mais bon, ça reste quand même un beau set. Je trouve que rien que pour les vaisseaux et pour ce que ça apporte, donc il y a une partie comme Carbonite, Frozen, surtout il y a la scène en fait de combat entre Vador et Luke sur la passerelle que je trouve vraiment très réussi pour le coup. Il y a la plateforme d'atterrissage du Slave One, après il y a l'endroit où Chewbacca trouve ses 3 PO avec les Huguenots. Bon, c'est ça. T'as la salle à dîner avec Vader, Ouais. Il y a quand même pas mal de petites pièces et petites scènes, petites scénettes. C'est plus une grosse un gros playset en fait, vraiment, dans le sens que pour y jouer et pour y recréer des scénettes, plus qu'un truc parce que vu d'extérieur c'est pas une pièce qui est hyper belle à regarder quoi. C'est pas un élément Lego qui est comme le Slave One ou en UCS qui est incroyablement beau. Là c'est un peu différent, c'est vraiment un playset quoi. C'est très très compact, je dirais. Ça manque d'espace, un peu comme l'étoile de la mort qu'ils ont fait à plusieurs étages. C'est très très compact. Les espaces sont très très compacts, donc c'est un peu moins le fun que le gros Faucon ou comme Slave One, comme tu dis. Il y a un de mes amis qui avait dit « ça m'intéresse pas trop », parce que lui collectionne seulement les UCS puis les gros sets. Okay. Et puis il était pas trop intéressé, puis là j'ai reçu un texto aujourd'hui qui me dit « j'ai pas de volonté, je l'ai acheté. » Je l'ai commandé.
Au niveau des minifigs, j'ai quand même un gros coup de cœur sur certaines minifigs qui sont dedans. Ils ont IG-88. Bah, notamment le IG-88, mais le Leia avec sa polaire là elle a une espèce de petit sourire en coin là, que je trouve vraiment très réussi. Pareil pour le Lando, en fait, je trouve qu'ils ont fait un vrai effort sur les expressions des visages. Puis c'est comme dans les derniers sets Lego, il y a le travail sur les cheveux aussi est quand même beaucoup plus intéressant qu'à une époque. Non, c'est quand même un beau set. C'est pas le set parfait, mais il y a quand même des choses intéressantes là-dedans, quoi. On retrouve notamment les pilotes du Twin Podcar, donc ça c'est le genre de personnage de minifig qu'on va pas trouver ailleurs, quoi. Un Ugnaught aussi. Un Ugnaught, ouais. Je trouve ça cool quand même, le Ugnaught. Super, merci Fabien. De rien. On va poursuivre aussi rapidement avec quelques nouvelles d'épisode 9, oui, parce que le tournage est commencé. Mais inquiétez-vous pas, ceux qui ont peur des spoilers, on ira pas en détail dans les images de tournage qui commencent à fuiter, etc. On va garder ça pour une émission spoilers éventuelle. On va tout simplement mentionner qu'il y a 2 acteurs qui ont été rajoutés à la distribution de l'épisode 9. Donc on a Matt Smith. C'est qui Matt Smith? Ben, pour ceux qui connaissent Doctor Who, c'est le 11e Docteur, et ceux qui suivent la série The Crown, c'est l'acteur qui joue le prince Philippe, donc l'époux de la reine Elisabeth. Donc, il va joindre la distribution de l'épisode 9. Et aussi Dominic Monaghan, qui lui, un peu plus connu probablement par les fans du Seigneur des Anneaux, comme étant le Hobbit Merry. Et puis aussi ceux qui suivaient la série produite par J.J. Abrams, Lost, la série télé Lost. Il jouait aussi le personnage de Charlie dans la série Lost, qui était le leader d'un groupe de rock. Donc Dominique, il s'est jamais caché que bon, J.J. Abrams c'est un de ses amis, et il a jamais caché le fait qu'il rêvait de jouer dans un des films Star Wars, donc probablement que c'est son opportunité ici. Je sais pas à quel point un ou l'autre vont avoir des rôles importants, je doute. C'est quand même des noms relativement importants, donc ils vont peut-être avoir quelques lignes de texte, mais je doute que ça va être des rôles importants dans l'épisode 9. Donc bien sûr, ils vont rejoindre les nouveaux venus comme acteurs, Kerry Russell, Richard E. Grant et Naomi Aki, qui eux, bien sûr, nos vétérans qui reviennent de la postlogie, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Jonas Suotamo qui fait Chewbacca, et Billy Lord qui revient aussi. Et bien sûr, les vétérans, Billy Dee Williams qui revient dans son rôle de Lando, et Carrie Fisher qui va revenir en princesse là avec des scènes qui ont été tournées dans l'épisode 7 et 8 avant la mort de Carrie Fisher. Donc, petit aparté, cette semaine, Billy Dee Williams a posté une vidéo de lui en train de s'entraîner sur Twitter à faire de la boxe pour nous montrer qu'il était en train d'essayer de revenir à un poids de forme, ou du moins bon, c'était pas très très vigoureux, je vous le cache pas, mais bon, c'était quand même drôle de le voir s'entraîner. Motivé à retourner dans son rôle d'origine. Excellent. Donc, et on confirme dans cet article du Variety que il termine avec dans le dernier épisode de la saga Skywalker. Donc vraiment, c'est de 1 à 9, saga Skywalker. Après, on passe à autre chose. Espérons-le. Il sera temps. Oui. Donc, on va terminer avec quelque chose d'un peu plus générique. On va parler des parcs Disney. Parce que, bon, on sait que ça s'en vient en 2019, les parcs Galaxy's Edge, qui est les parcs à thème de Disney dans l'univers Star Wars. Donc, Hollywood Reporter a sorti un article et ils ont annoncé que, bon, afin de ramener un peu l'ambiance de la cantine de Mos Eisley dans justement le parc à thème Star Wars Galaxy's Edge, qui se passe sur la planète Batuu, si je me trompe pas, qui est la planète qu'on voit dans Tron Alliances, qui est un outpost. Donc, Disney a dévoilé qu'il va y avoir l'inclusion d'une cantine, la cantine de Oga, donc en anglais Oga's Cantina. Donc, en gros, c'est le propriétaire Oga Gara, propriétaire qui aide les smugglers, aide les contrebandiers un peu à se cacher, etc. Donc, vous allez croiser des aliens, des contrebandiers
Et probablement qu'il va y avoir des incursions par les Stormtroopers de temps à autre. Donc quand vous allez être là, vous allez probablement avoir des gens costumés un peu de roleplay qui vont avoir lieu dans ces endroits-là. Ça peut être très très intéressant pour les visiteurs. Et il y a une mention particulière qui dit la cantine aura plusieurs boissons à thème. Donc tu sais, à thème Star Wars, des drinks. Probablement qu'il va y avoir du lait bleu, etc. Et des drinks particuliers. Autant pour enfants que pour adultes. Donc en disant des boissons pour adultes, le Hollywood Reporter a demandé à Disney si ce serait des boissons alcoolisées. Et Disney a dit oui. Il va y avoir des boissons alcoolisées dans la cantine qui va être une première en 63 ans à l'intérieur d'un parc de Disney. Outre le Club 33, qui était un club privé sur invitation seulement, qui était dans le New Orleans Square, dans un des... je me souviens plus c'est quel parc. Un des parcs à Disney. Donc, qu'est-ce que vous pensez, vous, d'amener de l'alcool à l'intérieur du parc à thème en tant que tel? Est-ce que c'est quelque chose que toi, Francis, t'as des enfants, est-ce que c'est quelque chose que t'entrevoyais? Je suis certain que tu vas vouloir y aller et prendre un verre, n'est-ce pas? Ben, effectivement, et c'est sûr que pour les fans de Star Wars, il va y avoir un intérêt à aller essayer des drinks qui ont entendu parler dans les films, les séries, ou même dans des livres. J'arrive pas à rafraîchir ma mémoire, retrouver le nom d'un drink qui était dans le livre Lien du sang, Bloodline. Mais un drink là, que les deux pilotes buvaient et c'était ça arrachait, on va dire. En anglais, c'est Port in a Storm. Ouais, exact. Une très bonne mémoire, Danny. Mais bon, malgré cet intérêt-là, je doute, vu qu'on est sur un parc Disney, que les drinks soient aussi forts que ce qui est décrit dans les livres ou les films, etc. Mais bon, non, je pense que ça risque d'être relativement soft là, comme drink, mais juste pour le côté, au moins, là, que les adultes fans de Star Wars puissent les essayer. Je trouve que c'est une attention intéressante. Fait que oui, moi, c'est sûr que si l'occasion se présente, je risque de toutes les essayer. Donc, je vais m'arranger pour pas conduire après au pire. Moi, un peu, c'est ça ma peur, parce que oui, il va y avoir beaucoup de papas qui vont arriver là. Ils vont vouloir tout essayer, et la mère va être obligée de traîner les enfants, et les Stormtroopers accompagner le père qui est un peu trop réchauffé. Il me semble des Stormtroopers qui font marcher le public en ligne droite à la sortie de la cantinelle. Exactement. Ce sera peut-être les mères qui vont boire et les pères qui vont devoir amener les enfants. Aussi. Mais en général, c'est plus de plus en plus les femmes, oui, mais de notre génération à nous, en tout cas, la mienne, et peut-être celle aussi de Francis, c'est beaucoup plus les hommes qui étaient fans de ça. Mon épouse n'est pas très Star Wars. Donc... Moi, je trouve ça bien, honnêtement. Il me semble qu'ils avaient fait, pour les parcs Harry Potter, je crois qu'il y a l'équivalent de la bière au beurre et tout ça qui sont actualisés. Bon, c'est pas non plus, c'est pas une grande révolution, hein, mais tant qu'à ça, autant rentrer dans le. Je pense qu'on on se pose dans le thème. Ouais, je pense qu'on se posera plus de questions quand ils vont commencer à sortir les bâtons de la mort des vrais, quoi. Là, peut-être qu'on pourra trouver ça un peu plus bizarre quand même, par exemple. Mais tu vas au loin, tu bats de la porte, tu dois repenser ta vie. C'est ça, exactement. Non, mais probablement qu'il va y avoir quand même des règles relativement strictes à respecter. Il ne faut pas s'attendre non plus à une beuverie générale. Non, c'est ça. Là. Surtout aux États-Unis, quand on sait comment ils sont très très regardants là-dessus. Parce que oui, on peut prendre de l'alcool dans les parcs Disney, mais c'est pas à l'intérieur des barrières. C'est plus comme dans les petits villages auto comme Disney Spring en Floride, où est-ce que t'as plein de restaurants, etc. Là, tu peux prendre de l'alcool, mais aussi que tu franchis les... Ouais, faut sortir des trucs. Barrières. À Paris, c'est pareil, il y a le Disney Village où tu peux aller, où il y a plein de bars et tout ça, mais c'est en dehors réellement des. Mais j'ai un doute en fait à Paris s'ils vendent pas quand même de la bière dans certains restos. Je pense pas, mais j'ai comme un espèce de doute. Je sais plus, mais c'est sûr que sinon en général faut sortir du Disney Village quand même. En tout cas, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir une cantine. Je pense que tout le monde espérait qu'il y ait une cantine. Moi, ce que j'espère surtout, c'est que dans la cantine, il y ait les figurines d'Anne et c'est Nodal Nods qui nous jouent pendant toute l'après-midi. Et moi, je veux un groupe de musique là-dedans. Là.
Il faut pas que... Mais faut que ce soit juste, imagine hein. la même chanson en continu toute la journée. Non, peut-être pas. Pas vous par envoyer. contre. Et on n'est pas sur Mos Eisley, donc ça peut être juste une musique Ouais, qui est un peu différente, qui a l'air plus extraterrestre un peu, là, puis ça va fonctionner là, Mhm. quand même. Donc, je pense qu'on a fait le tour. On va conclure un peu l'émission là-dessus. Donc, à tous nos auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser toutes vos impressions. On a plein de façons de communiquer avec nous. Vous avez plein de façons de communiquer avec nous, soit par email studio@starwars.direct ou tous nos réseaux sociaux, donc page Facebook, compte Twitter. On a maintenant un compte Instagram aussi qu'on met des photos de temps à autre, plus de behind the scenes, derrière l'arrière-scène, et puis notre chaîne YouTube aussi que vous pouvez communiquer avec nous. Comme on a mentionné tout au long de l'émission, il y a plusieurs émissions qui s'en viennent. Là, le printemps arrive, on retourne, il y a plein de choses qui paraissent. Donc on va probablement faire notre prochain épisode risque d'être un Star Wars en direct littérature sur le roman Tron Alliances. On va probablement avoir un épisode régulier sur Solo A Star Wars Story, justement sur le Blu-ray qui sort demain en numérique et puis le 25 septembre en Blu-ray 4K. Et puis aussi, comme j'ai mentionné, X-Wing version 2, les miniatures viennent de sortir aujourd'hui, donc on va sûrement faire une critique un peu plus détaillée lors d'un Star Wars en direct Gamers, après avoir joué un petit peu et puis évaluer les cartes qui viennent avec tous les kits de conversion et les nouvelles cartes, etc. Réapprendre le jeu un peu comment il fonctionne. Je rappelle encore une fois le recrutement au Québec, donc starwars.direct/recrutement. Si vous êtes intéressé à participer en ondes et parler Star Wars comme on vient de faire toute la soirée. Et puis, je vous rappelle aussi qu'on est sur 2 nouvelles plateformes, donc iHeartRadio et Deezer, qui se rajoutent à Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcast, Apple Podcast, PodCloud, etc. On est un peu partout. Donc, vous n'avez plus aucune excuse de pas nous avoir dans votre poche. Exactement. Partout où vous allez nous écouter dans votre poche. Exactement. Merci à nos partenaires, Star Wars Holonet, Mintinbox, Clan.net, Planet Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Star Wars IP News et Génération Star Wars et Science-Fiction. Donc, de la part de Fabien, Francis et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.